Bonsoir à tous, on continue donc Maseret Ketubot Daf Aïn Tet et on commence Daf Aïn Chet Amud Bet, 3 lignes avant la fin. Ahid Teta de Bayad et Avrachin nous les Nechasa Migavra. Nous avons donc enseigné dans le Mishnah, on a parlé du din de Nirse Milok. Rappelons, le din de Nirse Milok, ce sont les biens que l'épouse apporterait dans le mariage, amènerait dans le mariage. Et selon un accord commune suivant, on a ce qu'on appelle le corps des biens qu'elle apporte et le produit, les pérotes, le gouffre et les pérotes. Le corps, dans ce type de bien, dans ce type d'accord, le corps appartient toujours à la femme pendant toute la période du mariage. Et même s'il monte de valeur, s'il prend de la valeur ou s'il diminue de valeur, c'est ce avec quoi elle ressortira quand elle sortira de ce mariage, donc ou par un divorce ou lorsque son mari va mourir, tandis que lui peut profiter des fruits de ce terrain pendant toute la durée du mariage. Et c'est pour cela que, par exemple, si elle apporte un terrain, elle a un terrain, alors le terrain lui appartient et lui peut profiter de toute la production, toute la récolte de ce terrain pendant toute la durée du mariage. C'est ce qu'on appelle Nirse Milok. Maintenant, ça c'est le cas standard. Maintenant, on avait vu hier dans la Mishnah les limitations du fait que le mari avait on avait défini que ce que la femme avait, ça s'appelait un kinyan agouf, donc une propriété dans le corps même du terrain, et lui avait un kinyan perot, une propriété dans les fruits, la production de ce bien, de ce terrain. Maintenant, on avait rapporté hier que le kinyan agouf, le kinyan perot du mari pouvait limiter la capacité d'action de la femme, en ce sens qu'à certains moments de son mariage, elle ne pouvait pas vendre ce bien, puisque ce bien était aussi assujetti et rattaché à son mari par son kinyan perot. Maintenant, on a le cas d'une femme qui se marie et qui ne veut pas que son mari touche à ses biens. Elle veut être, dans les termes utilisés de la Gemara, mavriach l'nechassim, elle veut faire fuir les biens de son mari. Alors que fait-elle ? C'est une femme qui a déjà été mariée. Une femme qui a déjà été mariée, donc elle a déjà une fille. Elle veut faire fuir les biens de son mari. Donc avant de se marier avec son nouveau mari, elle écrit un contrat où elle donne ses biens à sa fille. Mais en réalité, ce contrat, c'est pas pour donner ses biens à sa fille, c'est juste pas pour donner éternellement ses biens à sa fille, c'est juste pour lui donner, pour les récupérer en cas de divorce ou en cas où elle deviendrait veuve. Elle veut récupérer ses biens, elle ne veut pas que son nouveau mari ait accès à ses biens qu'elle est. Donc, nous dit la Gemara, cette femme qui veut faire fuir ses biens de son mari, donc qui ne veut pas que son nouveau mari, ait accès aux biens qu'elle a, Kadvinu le Barda, elle a écrit avant de se marier tous ses biens à sa fille. Et puis après, elle s'est mariée et elle a fini par divorcer. Et maintenant, elle vient chez sa fille pour récupérer ses biens. Elle dit, moi je t'ai pas donné ces biens à jamais, je ne te les ai donnés que dans l'intérêt que mon mari ne les touche pas. Mais ce n'était pas un réel maasekinian, ce n'était pas un réel acte d'acquisition, je n'ai jamais eu l'intention de te les donner complètement. Et elle dit, bah non, moi tu m'as donné, j'ai le contrat qui dit tu me donnes, j'ai le contrat qui dit tu me donnes, je te donne, c'est bien, moi je garde ces biens. Qu'ont-ils fait ? Ataï les kamé des Rav Nachman, ils sont venus devant Rav Nachman. La mère disait donc, ce sont mes biens. La fille disait, voilà, j'ai un contrat qui dit qu'elle me les a donnés. Qu'a fait Rav Nachman ? Carré Rav Nachman le shtaré. Après le shtar, le contrat explicitant qu'il y avait eu cette vente ou ce passage de propriété de la mère à la fille, il l'a déchiré, l'air de dire, pour dire, cette femme n'a jamais eu l'intention de donner ses biens à sa fille. Elle a juste eu l'intention de faire fuir ses biens de son mari, et donc toi la fille tu n'as pas de réel kinyan dedans, tu n'as pas de réelle propriété, et donc les biens reviennent à ta mère. C'était ce que Rav Nachman a tranché. Azal Ravanan les kamé de Marouva, Ravanan quand il a vu ça il était scandalisé, il allait voir Marouva. Il regarde ce Rav Nachman qui ne comprend pas les choses, et comment il ne comprend pas la profondeur des choses, comment il déchire les shtarot des gens, comment il déchire les contrats des gens. Maroukva lui a répondu, raconte-moi toute l'histoire. Donc il lui a donc raconté toute l'histoire. Maroukva a répondu à Ravanan, ça, shtar mavrachat kamart.
Ça, tu me parles d'un shtar qui n'est fait que pour faire fuir les biens d'une personne, du mari. Achi, Amar Rabbi Hanina Bar Idi, Omar Shmuel, More Oraani, Imi Yavo shtar ma'avrachat liyadi, Egraenu. Dis, tu me parles d'un shtar ma'avrachat, au sujet d'un shtar ma'avriach, pour faire fuir les biens, Rab Hanina Bar Idi, Amar Shmuel, Rab Hanina, fils de Idi au nom de Shmuel. Moi, je suis un Moréora, je suis quelqu'un qui a reçu le reshoot d'enseigner, et je dis que si arrive un shtar de la sorte dans mes mains, un shtar mavriach, un shtar pour faire fuir les biens du mari, et graenu, je vais le déchirer car cela n'a pas de valeur, cela ne donne pas une réelle propriété. Donc c'est ça ce qu'a répondu Mar Ugva à Ravanan. אמר לרבא לרב נחמן תמה מאי דלא שווה כי נשנף שוויב לחרינה, נמילי לחרינה, אבל לברתא יהיב. Rava s'est étonné sur ce qu'avait fait Rav Nachman. Il a compris que Rav Nachman se basait aussi sur l'opinion de Rab Hanina qui avait dit moi je déchire tout shtar mavrachat. Il dit mais tout shtar mavriach. Il dit mais comment peux-tu apprendre de ton cas à notre cas? Je conçois, dit Rava, qu'on peut déchirer un shtar mavriach si cette personne a donné ses biens à une autre personne, à une personne avec laquelle elle n'avait pas de lien. Et donc on dit, s'il a donné à cette personne, c'était pas pour réellement pour lui donner ses biens, c'était juste pour faire fuir, pour pas que son mari ait accès à ses biens. Mais c'est tout ça, c'est que quand il s'agit d'une personne extérieure à la famille, une personne avec laquelle elle n'avait pas de lien. Mais lorsqu'il s'agit de sa fille, peut-être qu'il veut donner à sa fille, c'était pas un shtar mavriach, c'était pas un shtar qui n'était là uniquement dans le but pour faire fuir les biens, mais pour donner un réel kinyan. Amar le Rav Nachman tamamai de lo shavi kinish nafshe veyev lachine. Pourquoi tu dis que c'est un shtar mavriach qui ne donne pas de réelle acquisition? Parce qu'un homme ne se laisse pas, ne donne pas ses biens, et il donne ses biens à quelqu'un d'autre. Anemil et la charine, les bardayev, et la raison, quand est-ce qu'il donne pas ses biens? Il donne pas ses biens à quelqu'un d'autre, mais peut-être qu'à sa fille. Il donne ses biens, c'est un réel kinyan. Lui a répondu Rav Nachman, comme c'est vrai qu'il aurait pu avoir une soirée comme ça, mais malgré tout, même face à sa fille, une femme préfère sa propre personne, et donc elle va garder les biens, elle ne va pas donner tous ses biens à sa fille. Mitiv, et pourtant on objecte. On enseigne dans une braïta, Arotse shetavriach nechasea mi ba'ala ketzad vose, kotve shtar pasim lacharim divrei Rabbi Shimon ben Gamliel. Quelqu'un qui voudrait faire fuir encore une fois les biens qu'elle a de son mari, c'est-à-dire avant de se marier, elle ne veut pas que son mari ait accès à ses biens. Que doit-il faire? Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, elle écrit un contrat avec lequel elle s'est entendue avec une autre personne pour faire comme si elle lui avait vendu ses biens, comme ça son mari pense que ses biens ne sont pas à elle. Mais Chachamim, quant à eux, disent non, c'est pas bon. La personne qui a reçu ses biens, ce shtar, peut dire non, moi je garde les biens, Alors que doit-il faire selon Chachamim? Il doit mettre une condition qu'elle a dans ce kinyan, qu'elle a la capacité d'annuler ce shtar. Taïma de katavleachi, alors katavleachi kaninu lelokar. Que voit-on de l'opinion de Chachamim? Certes, Rabbi Shimon ben Gamliel dit que c'est un bon shtar pour faire fuir les biens. Mais selon Rabban Chachamim nous dit qu'il a besoin d'écrire une condition explicite. Le simple fait de donner à une autre personne pour faire échapper les biens à la main du mari, ça ne suffit pas pour annuler la valeur du shtar. Omar Abizera lokashie, habekula. Il faut faire une différence lorsqu'il donne tous ses biens à quelqu'un d'autre, lorsqu'il donne une partie de ses biens à quelqu'un d'autre. Lorsqu'il donne tous ses biens à quelqu'un d'autre, on comprend qu'il fait ça juste pour que son mari n'ait pas accès aux biens. On comprend que ça s'appelle juste faire fuir, parce qu'une personne ne donne pas tous ses biens d'un coup. Par contre, s'il donne un petit peu de biens, alors c'est là que Chachamim disent, ça ne s'appelle pas un shtar mavriach, tant qu'elle n'a pas écrit explicitement une condition qui lui permettrait d'annuler le shtar. Sans cela, ça resterait un bon kinyan. Que voyons-nous donc ici? On a dit il y a une possibilité de faire un shtar mavriach, c'est-à-dire de faire comme si je donnais tous mes biens à quelqu'un, et de ce fait, le mari ne va pas avoir accès à ses biens. Là, on va demander tout de suite pourquoi. Le mari ne va pas avoir accès à ses biens, mais malgré tout, si après le mariage ne se finit pas, il divorce, elle pourra récupérer ses biens, puisqu'on va considérer ça pas comme un réel kinyan qu'elle a donné à cette autre personne, mais juste pour les faire échapper à la main du mari.
Demande à Gmara, Veilo Kanini, Lokeach, Niknini. Voilà, je comprends pas. Si l'acheteur ne les a pas achetés, c'est pas un réel kinyan. Bon, bah alors ça veut dire que ce shtar, c'est que de la blague. Si c'est que de la blague, ça devrait aller chez le mari. Et si ça va chez le... Donc comment est-ce que ce shtar fonctionne? Mimanafchar, si c'est un bon kinyan, elle ne peut pas les récupérer après. Si c'est pas un bon kinyan, donc ça doit aller au mari. Donc comment est-ce qu'on peut jouer sur les deux plans? Réponse de la Gemara, Rabaye Asaoum Kenechassim Shenidouin Lebal, Valiba de Rabbi Shimon. Le fait même, on a vu dans la Mishnah l'opinion de Rabbi Shimon, nous disait l'opinion de Rabbi Shimon, pas tous les Nechassim pouvaient avoir le statut de Nechzemilog, uniquement les Nechassim, uniquement les biens qui étaient connus, dont le mari avait pris connaissance de ces biens. Mais les biens dont le mari n'avait pas pris connaissance, alors ça ne rentrait pas dans la caisse commune, dans le Kinyan Agouf, Kinyan Perot, dans la caisse commune du mariage. Et donc là, bien que le kinyan n'était pas un réel kinyan, le simple fait qu'elle a donné à quelqu'un d'autre, ça fait que le mari ne pense pas assez bien parce qu'il pense qu'ils sont achetés à quelqu'un, qu'ils sont donnés à quelqu'un d'autre. Donc ça donne assez bien le statut de nechassim chez Enam et Doim Lebal, des biens dont le mari n'en a pas pris connaissance. Et c'est pour ça que ça ne rentre pas dans la catégorie de nirse milog et ça permet de faire en sorte que le mari n'ait pas accès à ces biens, pas de kinyan perot. Amarabaye, dans les mots, Asaoum ki nirse shen yidum lebal valiba de Rabbi Shimon, le fait qu'il y a qu'elle a donné à quelqu'un d'autre, même si c'était pour de faux, même si c'était pour faire semblant, ça donne le statut comme des nechassim qui ne sont pas connus au mari, dont le mari n'a pas connaissance de cela, valiba de Rabbi Shimon, et selon l'opinion de Rabbi Shimon qui avait fait cette distinction dans la Mishnah. Continue la Mishnah suivante. Naflula kesafim yigila karba en karka ve'ochel perot. Perot atlushin min akarka, yila karba en karka ve'ochel perot. Perot amechubarim bakarka, marabi meir shaminot akami yafa beperot, akami yafa belo perot. ומותר ילה קרבן קרקע והוא אוכל פירות, וחכמים אומרים, מחוברים לקרקע שלו, והתלושים מן הקרקע שלה, וילה קרבן קרקע והוא אוכל פירות. Nous avons donc, on a dit dans la Mishnah, on a dit précédemment, on a introduit qu'il y avait le principe de Nirse Milog. Le principe de Nirse Milog est très simple. La femme possède le gouffre, le corps du bien, et le mari possède les pérotes, kinyan pérotes, donc la production du terrain. Maintenant, dans chaque bien qu'elle va recevoir, il va falloir se poser la question, quelle est la partie qui s'appelle keren, gouffre, quelle est la partie qui s'appelle pérote, production. Par exemple, la Mishnah rapporte 3 exemples. Si elle a de l'argent, si elle reçoit de l'argent, si on commence à manger de cet argent, au bout d'un moment, il n'y aura plus rien. Ou des fruits qui sont détachés, ou des fruits qui sont rattachés encore à un terrain, qui sont encore liés à la terre. Ce sont les 3 exemples que la Mishnah va rapporter. En sachant on va voir au cours de la Gemara, qu'une des principales définitions, une des définitions minimales en tout cas, du keren, du corps, c'est quelque chose qui ne va pas se terminer, qui ne va pas, par l'utilisation, va se finir complètement. Par exemple, si elle a reçu 100 euros, si j'utilise 1 euro, puis 1 euro après 1 euro, à la fin, il ne restera rien du tout. Donc il faut qu'il reste au moins à la fin quelque chose pour considérer ça le keren. Ça va être le sujet de cette Mishnah et le sujet de la Gemara qui suit. Naflula kezafim il karben karka ve'ochel perot. Si elle a reçu de l'argent. Alors là, il n'y a pas de gouffre, comment est-ce qu'on va faire la distinction entre le keren et les pérotes, entre le gouffre et les pérotes. Keren et gouffre, c'est similaire, ça revient à la même chose. Ça parle du corps de l'objet. Alors si elle a reçu de l'argent, nous dit la Mishnah, avec cet argent, on va acheter un terrain, et lorsqu'on aura le terrain, on aura le corps du terrain et la production du terrain, les pérotes et le terrain lui-même. Perot atlushim min akarka. Si elle reçoit des fruits qui sont déjà coupés, alors là c'est le même din, c'est comme si elle avait reçu de l'argent, elle a reçu des fruits, un sachet de pommes, alors il a karban karka ve'ochel perot, on va vendre ça, et avec l'argent on va acheter un terrain, et le terrain restera à la femme, et les pérotes, la production, reviendra au mari. Maintenant, la question se pose, peirot amechubarin barkarka, les fruits qui sont liés au terrain, c'est-à-dire qu'elle reçoit un terrain avec encore des fruits sur les arbres. Est-ce que là, il va y avoir une marloquette en réalité entre Rabbi Meir et Chachamim? Comment considérer ces fruits? D'un côté, on pourrait dire tout ce qu'elle apporte dans le mariage, ça s'appelle le keren. Et donc la valeur des fruits et la valeur du terrain, on va devoir la comptabiliser dans le keren. Ça va être l'opinion de Rabbi Meir. Chachamim disent non. Si elle reçoit un terrain avec des fruits, alors les fruits sont déjà considérés comme la production du terrain et vont être complètement la propriété du mari et pas la propriété
de la femme. Donc là, on a une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Omar Rabbi Meir, Shami Perot Amechoubarin Lekarka. Perot Amechoubarin Lekarka, si on a un terrain avec des fruits qui sont rattachés à ce terrain, Omar Rabbi Meir, Shami Nota Kama Yafe Beperot Vekama Yafa Beloperot, Umota Ilakar Ben Karka Veochel Perot. On va évaluer le terrain de sa valeur avec les fruits, sa valeur sans les fruits, ce qui va nous donner le prix des fruits. Et le prix des fruits, donc ça va être quelque chose qu'elle a apporté dans le mariage, donc on va prendre cet argent, avec cet argent, on va acheter un terrain, et de ce terrain, qui va produire des fruits, le terrain appartiendra à la femme, et les fruits appartiennent au mari. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Chachamim, quant à eux, ne sont pas d'accord. Chachamim nous disent non. Les mechoubarim, tout ce qui est lié, étant donné que ça vient avec un gouffre, c'est pas comme des fruits qui sont déjà coupés, qui arrivent tout seuls et là ça va être considéré comme du keren. Là ça vient avec un gouffre, on voit déjà le gouffre et les pérotes, on a le terrain et la production. Alors étant donné qu'on a déjà cette distinction, alors le terrain appartient à la femme et la production appartient directement à l'homme, on va pas devoir les vendre pour acheter un surplus de terrain. Omar Rabbi Meir, Chachamim Omrim, Hamechouborin la karka shelo, les fruits, quand bien même ils seraient liés, pas quand bien même, les fruits qui sont liés au terrain sont à lui complètement, c'est son kinyan perot, ve'atlushin min la karka shela, sont ceux qui sont séparés du karka, ceux qui ont déjà été coupés, ça lui revient à elle, et donc on va avec les karbaen karka, ve'uchal perot, on va devoir les vendre pour acheter avec cette valeur un terrain, et ce terrain va produire des fruits qui reviendront au mari. Rabbi Shimon Omer, makom sheyafe kocho beknisata, ura kocho beyetziata, makom shura kocho beknisata, yafe kocho beyetziata. Rabbi Shimon fait la remarque suivante. On va voir que le fait que les fruits soient attachés au terrain, soient encore liés au terrain, des fois ça va être en la valeur du mari, des fois ça va être en la valeur de la femme, des fois ça va être pour son bénéfice, des fois ça va être à son désavantage. Et inversement, des fois ça va être à son désavantage, des fois ça va être à son bénéfice. Makom sheyafe kocho beknisata, ura kocho beyetziata. Là où sa force, c'est à son avantage quand la femme apporte ses biens dans le mariage, amène ses biens dans le mariage, ça va être à son désavantage au moment où ils vont divorcer, ou au moment où ils vont rompre le mariage. Comme shura kocho beknisata, par contre, là où ça ne va pas être à son avantage quand elle va recevoir ses biens, Yafe kocho beyetziata, ça va être à son avantage lorsqu'ils vont divorcer, lorsque le mariage sera rompu. De quel cas parle-t-on? Keitzat perot amechoubarin lekarka, les fruits qui sont attachés, qui sont liés au terrain. Donc elle apporte ou elle reçoit en héritage un terrain avec des fruits. Alors quel est le statut des fruits? Nous dit la Gemara, beknisata shelo, lorsqu'il apporte, ça lui appartient à lui complètement, comme l'opinion de Chachamim. Ou beyetziata shela, par contre au moment où il sort, étant donné qu'ils sont encore liés au terrain, il divorce et il n'a plus le droit au perot, ça revient à son mari. Ça revient à la femme. Par contre, si elle reçoit des fruits, des fruits coupés, des fruits qui sont déjà, qui ont déjà été cueillis, un panier de fruits, alors si elle apporte ça c'est complètement elle, comme on a dit dans la Mishnah, et comme on a dit au début qu'ils vont devoir le vendre et acheter un terrain, ça lui appartient complètement. Par contre, au moment où ils vont divorcer, donc quand elle va apporter ses fruits, ça va être à son avantage à elle. Quand ils vont divorcer, ça va être à son avantage à lui, parce que ça va être déjà, son kinyan perot aura déjà pris effet. Donc ça, c'est la Mishnah. On a donc vu ces trois exemples, comment considérer. A priori, tout ce qu'elle apporte, le cas il est comme ça, tout ce qu'elle apporte dans le mariage, ça s'appelle keren, et il faut se débrouiller pour arriver à un matzav ou à une situation où ça va produire quelque chose. Alors si c'est des choses qui ne produisent pas quelque chose de façon naturelle, par exemple de l'argent, par exemple des fruits, alors on va vendre, l'argent on a déjà l'argent, mais les fruits on va les vendre pour obtenir de l'argent, pour acheter avec cet argent un terrain qui lui va produire, et donc et là on pourra faire cette distinction entre kinyan agouf et kinyan perot. Le terrain appartiendra à la femme et les fruits appartiendront au mari. La question va se poser, que fait-on lorsque, au moment où elle apporte quelque chose, elle apporte déjà un terrain avec des fruits liés à ce terrain? Est-ce que les fruits, va-t-on les considérer comme une entité à part entière? C'est la femme qui a apporté la valeur de ses fruits, donc ça lui appartient, donc on va devoir vendre ses fruits pour acheter un terrain. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir.
Ou est-ce qu'on dit non, étant donné qu'elle apporte un terrain avec ses fruits, on voit déjà, bon, le terrain, elle a la quinienne sur le terrain, et les fruits reviennent au mari, et c'est comme ça qu'on va séparer, et donc on ne va pas devoir utiliser la valeur des fruits qu'elle a apportés pour acheter un nouveau terrain. Ça, c'est l'opinion de Chachamim. Rabbi Shimon semble revenir sur les opinions précédentes. La Gemara va demander quelle différence entre Rabbi Shimon et l'opinion de Chachamim. La Gemara va nous dire Mechubarin be sha'at yetzia ika benayu. Les fruits qui sont liés au terrain au moment où il sort. Rabbi Shimon, en effet, lui pense que be yetziata shela, et au moment où il divorce, les fruits qui sont liés au terrain lui appartiennent à elle, tandis que Chachamim, nous va nous dire la Gemara, pense que les fruits qui sont liés au terrain au moment où il divorce vont quand même lui appartenir à lui. Nous demande la Gemara quel type de bien on va acheter avec cet argent. Elle a reçu de l'argent, ça s'appelle un keren. D'accord, on doit acheter avec ça un terrain, quelque chose qui produit. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors la Gemara va citer deux caractéristiques. Une caractéristique en sa faveur à elle, une caractéristique en sa faveur à lui. Lui, il veut quelque chose qui fasse beaucoup d'argent, qui produise beaucoup d'argent. Elle veut quelque chose qui ne va pas pourrir, parce qu'elle est intéressée par le corps même de l'objet, quelque chose qui va continuer, qui va perdurer. Donc ça, c'est ce que va nous dire la Gemara. Pshita ara ou bate ara. Si il y a une discussion, est-ce qu'on achète un terrain pour un terrain ou une maison, un terrain avec lequel on va avoir des récoltes, ou une maison, tout le monde est d'accord qu'on donne la préséance au terrain, chacun peut forcer l'autre à acheter un terrain plutôt qu'une maison. En effet, un terrain, ça donne plus de production, plus d'argent, et ça ne pourrit pas comme une maison. Bate vedigle bate. Si la question se pose entre acheter une maison et acheter des palmiers, ou des palmiers, alors là, on donnera préséance à la maison, parce que la maison ne pourrit moins, que le palmier a plus tendance à sécher plus rapidement. Dikle veilané, dikle entre un palmier et des arbres fruitiers autres, on prendra le palmier. Ilané vegoufané, entre un arbre et des vignes, ilané, on prendra les arbres. Ok? Donc ça, c'est comment faire. On doit voir l'avantage de qui est joué ici. Maintenant, on va avoir un autre cas. On va devoir découdre, à savoir qu'est-ce qui s'appelle le keren, qu'est-ce qui s'appelle le gouffre. Abazrata ou pira de cavré. Abazrata ou pira de cavré. Qu'est-ce que Abazrata? Rashi nous dit c'est une forêt de fruits, où il y a des arbres qui produisent des ouzradines. Ouzradine, c'est quoi? Je ne sais pas, mais c'est des fruits, nous dit Rashi, qui n'ont pas beaucoup de valeur. Et donc, c'est des fruits, c'est une forêt, on a une forêt, avec des arbres qui poussent dans cette forêt, où le but de ces arbres, c'est de les couper. La question, c'est comment regarder ces arbres. Est-ce que ces arbres vont être considérés keren, ou est-ce qu'ils vont gouffre, ou est-ce qu'ils vont considérer pérote? Est-ce que ça va appartenir totalement au mari, ou est-ce qu'on va devoir vendre ça pour acheter un terrain? Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, Pira de Cavré, c'est une piscine où il y a des poissons dedans. Alors, certes, on a la piscine, mais comment considérer les poissons? Est-ce que les poissons sont pérote, une production, ou est-ce qu'ils vont être considérés gouffre à davar? On va devoir vendre des poissons pour acheter un autre terrain. Alors ça, il y a une discussion. Amrela piré, amrela carne. Certains disent que si la femme reçoit ça en héritage, alors, les poissons s'appellent des pérotes, donc ils appartiennent complètement au mari. Certains disent que ça s'appelle un keren. Et il en est de même pour la forêt, pour les bois de la forêt. Certains disent que ça s'appelle des pérotes, certains disent que ça s'appelle keren. Klala de milta, quel est le principe? Giz o machlif pira, en giz o machlif karna. Si lorsqu'on prend la chose et elle se renouvelle, alors ça s'appelle des pérotes. Par exemple, je prends des pommes, j'ai des pommes, je sais que l'année prochaine vont repousser des pommes sur ces arbres. C'est quelque chose qui se renouvelle, alors ça s'appelle des pérotes et ça appartient complètement au mari. Par contre, si je prends quelque chose et ça ne se renouvelle pas, comme l'exemple des poissons dans cette piscine à poissons, si je prends les poissons, il n'y a pas des poissons qui vont revenir. Ou alors, si je prends cet arbre, il n'y a pas d'arbre qui va repousser. Alors là, ça s'appellera keren. Omar Rabbi Zera, Omar Rabbi Yoshai. Rabbi Zera dit au nom de Rabbi Yoshai, Omar Rabbi Yonai, Vamrele, Omar Rabbi Abba, Omar Rabbi Yoshai, Omar Rabbi Yonai. Certains disent que c'est Rabbi Zera au nom de Rabbi Yoshai, au nom de Rabbi Yonai. Certains disent que c'est Rabbi Abba au nom de Rabbi Yoshaya, au nom de Rabbi Yonai. Qui ont dit Agonev Vlad Behemat Milou. Meshalem Tashlume Kefel Aisha. Une Behemat Milou. Qu'est-ce qu'une Behemat Milou? C'est un animal que la femme aurait apporté dans le mariage. Et on se partage, en savoir que la production de l'animal, c'est
la production de l'animal, c'est au mari. Le mari a un kinyan perot, tandis que la femme a un kinyan agouf. Maintenant, la question est de savoir qu'en est-il de son enfant. Ça va être considéré la production de l'animal. Est-ce que l'enfant, il va être considéré au mari ou à la femme? Est-ce que ça va être considéré perot ou keren? Alors sur ça, on a une marloquette entre Rabbi Hanania ben Achi Yeshaya entre Hanania ben Achi Yeshaya et Rabbanan. À savoir, est-ce que ça appartient au mari ou est-ce que ça appartient à la femme? Vlad Behemat Milou, la Baal. Rabbanan pense que ça appartient au mari. Asou Vlad Behemat Milou, Kevlad Behemat Milou. Non, Mechila, il n'y a pas de discussion là-dessus. Tout le monde est d'accord que ça appartient au mari. Tout le monde est d'accord que le Vlad appartient au mari. Maintenant, on demande la Gemara à quelqu'un qui a volé cet animal et qui a reconnu, qui n'a pas reconnu, qui a été condamné à ce vol. Il doit payer, non seulement il doit payer la valeur du Vlad, mais il doit payer le kefel. Il doit rendre l'animal, il doit payer kefel, il doit payer la valeur de l'animal. À qui paye-t-il la valeur de l'animal? Alors, a priori, la question est simple. Si cet enfant de cet animal appartient au mari, il doit payer au mari. Si cet enfant appartient à la femme, il devra payer à la femme. Or, voilà que nous dit la Braïta, que nous dit ce Rabbi Zera Rabbi Yoshua Rabbi Yanai. On nous dit au nom de Rabbi Yanai que quelqu'un qui vole ce Vlad Behema, il devra payer à la femme. Mais Shalem Tashlume Kefel, l'Aïcha, il devra payer le Kefel à la femme. Or là, on va s'étonner de la Gemara. Keman, lo kerabanan, velo keranania. Ce n'est ni comme l'opinion de Rabbanan, ni comme l'opinion de Hanania, parce que tout le monde est d'accord a priori que le Vlad appartient au mari. Donc comment se fait-il qu'il devra payer le kefel à la femme? Si il a volé le Vlad, a priori il a volé le Vlad du mari, l'enfant de l'animal du mari, pas l'enfant de la femme. Et donc comment se fait-il qu'il devra payer à la femme? Réponse de la Gemara va répondre. Certes, on a donné au mari les pérotes, mais les pérotes des pérotes, ça on n'a pas donné au mari. C'est-à-dire la production de la production, on n'a pas donné au mari, et ça revient à la femme. Quand bien même il aurait volé le vlad du mari, c'est un kinyan qui est limité, qui ne va pas lui donner accès aux pérotes des pérotes, à la production de la production. C'est pour ça que le kefel reviendra à la femme. Maintenant, on va reprendre dans les mots. Kemano kerabanan velo kechanania. Comme qui est cet enseignement de Rabbi Yanai? Ce n'est ni comme Rabbanan, ni comme Hanania, Détania, car nous avons enseigné dans une braïta. Vlad Behemat Milog les Baal, Vlad Shifrat Milog les Isha. La question se pose au sujet d'un enfant, d'un animal, un bébé animal, d'un animal qui était d'un Irse Milog, et au sujet d'un enfant, d'un bébé, d'une servante. À qui appartient-il? Une servante Milog, donc qui appartenait aussi moitié-moitié. À qui appartient-il? Appartient-il au mari ou appartient-il à la femme? Alors Chachamim pense, Behemat Milog la Baal, l'enfant d'un animal Milog, ça appartient au mari, tandis que l'enfant d'une Shifra Milog, ça appartient à la femme. L'enfant d'une servante Milog, ça appartient à la femme. Hanania ben Achi Yeshaya, Hanania ben Achi Yeshaya, quand elle lui dit, Asou Vlad Shifra Milog, ki Vlad Behemat Milog. Ils ont mis le même statut au Vlad Shifrat Milog et au Vlad Behemat Milog, que tous deux appartiennent au mari et non à la femme. Donc tout le monde est d'accord que le Vlad Behemat Milog, que l'enfant de l'animal qui est un Irse Milog appartient au mari. La question, est-ce que c'est le Vlad Shifra? Est-ce que l'enfant de la servante, il appartient au mari ou à la femme? Hanania ben Tanakama pense, Rabbanan pense que ça appartient à la femme, tandis que Hanania ben Achi Yeshaya pense que ça appartient au mari. En tout cas, que voyons-nous? Comme qui va cet enseignement de Rabbi Yanai, qui nous dit que quelqu'un qui vole, il devra payer le kefel à la femme et pas au mari? Ce n'est ni comme Rabbanan, ni comme Hanania ben Achi Yeshaya. Réponse de la Gemara, Filuteima divrei akol, pira takinu le rabbanon, piro de piro le takinu le rabbanan. Tu peux même dire que ce sont toutes les opinions.
Chachamim ont institué, ont donné au mari pira, les pérodes, mais pas pérode des pérodes, pas la production de la production. C'est pour cela que le kefel, étant considéré la production de la production, reviendra à la femme et pas au mari. Maintenant, la Gemara va rentrer dans les discussions. Pourquoi est-ce qu'on va considérer un vlad, la production, comme un keren ou comme un gouffre? Alors, il y a a priori la première svara que la Gemara va élaborer pour savoir est-ce que le vlad, est-ce que l'enfant d'un animal est considéré comme un vlad ou pas, c'est est-ce qu'on craint que le papa, ou en l'occurrence que la maman, n'en va à mourir. Si la maman va venir à mourir, ça veut dire qu'on a peur que le keren, que la base du bien, s'extermine, devienne nul, n'ait plus aucune valeur. Et donc, à partir du moment où on va avoir cette crainte, alors on va donner le statut de keren à son enfant. Si on n'a pas cette crainte, alors ça, la maman va rester le keren et l'enfant sera un pérod. Donc encore une fois, c'est le principe que l'on a énoncé plus haut, que un des critères minimaux pour être considéré du keren, c'est qu'il ne doit pas se terminer. Le keren, c'est quelque chose qui reste, peut-être pas à jamais, mais c'est quelque chose qui reste sur la longue durée. Et donc, si on va considérer que la mère va rester, alors l'enfant c'est des pérotes. Si on considère que la mère ne va pas rester, alors l'enfant ça sera du keren et pas des pérotes. Sur quoi, quel est le sujet? La Gemara comprend qu'il y a une question, est-ce que chayshinan lemita ou lo chayshinan lemita? Est-ce qu'on va craindre que la mère va mourir ou pas? Si on craint que la mère meure, donc on a peur que la mère soit annulée, n'ait plus de valeur, donc on va devoir considérer l'enfant keren. Si on n'a pas peur que la mère meure, donc on va considérer l'enfant comme des pérotes. Et donc la Gemara nous dit, je comprends bien l'opinion de Hanania ben Achi Yeshaya, parce que Hanania ben Achi Yeshaya nous dit, tous les enfants appartiennent au mari, sont considérés comme des pérotes. Que ce soit Vlad Behema, l'enfant de l'animal, ou Vlad Shifra, l'enfant de la servante. Et donc pourquoi? Parce que lo Chayshinan Limita, il ne craint pas que la mère, que ce soit la mère servante, que ce soit la mère animale, n'en viennent à mourir, et donc étant donné qu'il ne craint pas ce fait-là, il considère la mère comme les keren et les enfants comme les pérotes. Bish, la malechanania limita. Je comprends selon Hanania la raison pour laquelle il dit ça, c'est parce qu'il n'est pas chochesh limita. Et la rabanan, ichayesh limita, afilou vlad behemat milog namilo, veilo chayesh limita, afilou vlad shifrat milog namilo. Mais Rabbanan, je ne comprends pas son opinion. Rabbanan, il est entre deux chaises. Il dit indigne pour une vlad shifra, pour le vlad d'une servante, pour l'enfant d'une servante, et indigne pour le vlad d'un animal. On ne peut pas jouer entre les deux. Ou je crains la mort, et donc c'est tous considéré comme du keren, ou je ne crains pas la mort, et donc c'est tous considéré comme des pérotes. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Nous dit la Gemara, Léolam, Chayshelimitam. En réalité, c'est vrai, il craint la mort. Il craint la mort, c'est pour ça que le Vlad Shifra, étant donné qu'il craint la mort, va être considéré, va être comme propriété de la femme, et pas propriété du mari, parce qu'on craint que la mère va en venir à mourir. Si elle vient à mourir, il n'y a plus de keren, c'est pour ça qu'on donne le statut de keren au Vlad. Maintenant, le Vlad Behema, pourquoi est-ce qu'il appartient au mari et pas à la femme? Parce qu'il nous dit, quand bien même l'animal en viendrait-il à mourir, il y a encore sa peau. On a encore quelque chose du keren. Étant donné que Besofo Shel Davar, il restera quelque chose du keren, alors ça suffit pour pouvoir considérer ces enfants comme étant des pérotes, comme étant une production, deuxième niveau, et pas le premier niveau comme du keren. Ça ne veut pas dire que si j'ai un animal, je peux le tuer et laisser la peau à la femme et prendre tout le reste en keren. Ça veut simplement dire que concernant le fait est-ce que je considère l'enfant comme des keren ou des pérotes, je peux considérer l'enfant comme des pérotes puisque le keren restera quand bien même il viendra à mourir, puisque la mère quand bien même elle mourra, il restera la peau, le cuir. Dans les mots, le olam chayshelemita veshani behema deikaora, behemet il craint que l'animal meure, que la mère meure, que tout le monde meure, mais l'animal ça va être quand même considéré que du keren et ses enfants des pérotes, parce qu'il y aura toujours la peau de l'animal. Omar Ravuna Bachia, Omar Shmuel. Omar Ravuna Bachia, Omar Shmuel. Ravuna Bachia dit au nom de Shmuel, Halacha ke Hanania. La halacha comme Hanania ben Achi Yeshaya, que les enfants appartiennent
tous au mari, que ce soit les enfants de la servante ou que ce soit les enfants de l'animal qui étaient tous deux des Nirsemilog. Et donc il tranche la halakha comme ça. Omar Rov et Omar Rav Nachman, afalgav d'Amar Shmuel halakha kechanania, mode chanania, sheim netgarsha notenet damim, venoteltan mipne shfach betavia. Sur ça, Rava dit au nom de Rav Nachman que bien que Shmuel ait tranché la halakha comme chanania, et que donc ça revient au mari, il est d'accord que s'il divorce, la femme a le droit de venir de racheter ses vladot, ses enfants, elle a le droit de racheter ses vladot et on oblige le mari à accepter cet échange d'argent contre les vladot, donc cet achat de vladot. Pourquoi? Mipne shen shfach betavia, étant donné que ça vient de la maison de son père, c'est quelque chose qui honore la maison de son père, qui rappelle la maison de son père, qui loue la maison de son père, et donc c'est quelque chose qu'elle a le droit de racheter, étant donné que c'est quelque chose qui lui est cher à ses yeux et à sa famille. On lui a donné la possibilité de le racheter, quand bien même minadine, selon le din strict, ça reviendrait à son mari et il aurait le droit de refuser. Omar Rava, Omar Rav Nachman, dit Rava au nom de Rav Nachman, Ichnisa lo aiz lechalva verachel legizata vetarnegolet lebetzata vedekel leperotav, ochel veolech ad shetichla keren, si elle lui a apporté, elle a apporté dans le mariage une chèvre pour son lait, Rachel legizata, une brebis pour sa tonte, Vetarnegolet le beitzata, et une poule pour ses œufs, Vedekel le perotav, et un palmier pour ses fruits, donc pour ses dattes. Ochel veolech hat shetichla keren, quand bien même l'utilisation principale de ces objets, c'est les dattes, c'est le lait, c'est la tonte, c'est les œufs, il a le droit de considérer toutes ces choses-là comme des pérotes, et donc il peut manger tous ces fruits, et il n'y a pas de problème, c'est considéré des pérotes, jusqu'à ce que le keren, qu'est-ce le keren ici? La chèvre, la biche, la poule et le palmier, même s'ils en viennent à finir, parce que quand bien même ils seraient plus productifs, encore une fois, il resterait un petit chiour, il resterait quelque chose. Qu'est-ce qui reste? C'est, nous dit Rashi, chez la poule, chez l'animal, il reste la peau, chez la poule, il reste les plumes, chez le palmier, il y a ses bois, et il y a ses bois. Omar Rav Nachman. Rav Nachman nous dit Aïle le glima pira ave mirsebe vasila de kalia. Si elle lui a apporté un manteau, il a le droit de l'utiliser complètement, quand bien même il l'utiliserait, quand bien même il s'abîmerait avec ça, il peut se couvrir avec ça, jusqu'à ce qu'il se finisse, il s'use complètement, parce qu'il restera toujours quelque chose du keren, ces bouts de tissu qui seront usés. Demande à Keman, comme quelle opinion comme quelle opinion on voit que tant qu'il reste quelque chose à la fin, il peut utiliser directement le corps même, parce que c'est pas comme avant. Avant, on parlait d'utiliser les pérottes, mais là, on parle d'utiliser le corps même de ce qu'elle a apporté. Et le simple fait de dire qu'il reste un petit quelque chose à la fin, ça suffit pour l'utiliser. Qui pense là? Qui a Tana de Tanya, comme ce Tana qui a enseigné, Hamelach ve'achol areze perot, pir shel gofrit machporet shel tzrif, Rabbi Meir omer keren, vechachamim omrim perot. Hamelach ve'achol areze perot. Le melach et le chol, si quelqu'un elle a reçu, elle a apporté dans le mariage, Melach, c'est quoi Melach? C'est des sillons sur le bord de la mer où l'eau reste dedans, l'eau de mer va rester dedans, et avec le soleil ça va sécher, on va pouvoir récolter du sel. Ou alors le chol, c'est l'endroit où on ramasse du sable pour la construction. Ces deux cas-là, c'est sûr que c'est des fruits, c'est considéré comme des pérottes, parce que c'est quelque chose qui se renouvelle tout le temps, c'est pas quelque chose qui va s'en finir qui va se finir à un moment, il y aura toujours du sel, il y aura toujours du sable. Par contre, pire shel gofrit ou marporet shel tzrif, qu'est-ce que pire shel gofrit? Nous dit Rashi, un sillon duquel on prend du soufre, ou alors une mine de tzrif. Tzrif, nous dit Rashi, c'est quelque chose avec lequel on colore des habits et de la soie. Alors là, Rabbi Meir omer keren, Chachamim omrim perot. Là, on a la même discussion.
parce que dans ce pire shel gofrit et marporet shel tzrif, on a quelque chose qui va se finir, qui marporet, c'est une mine de tzrif. C'est plus il va utiliser, plus à un moment ça va se finir. Il va rester que le terrain en soi qui n'a pas réellement de la valeur. Il en est de même pour ce sillon de soufre. Si on enlève tout le soufre, il reste encore le sillon. C'est pour ça que Rabbi Meir nous dit tout ça s'appelle le keren, puisque ce qui reste à la fin, ça n'a plus beaucoup de valeur, ça n'a plus de valeur du tout. Il n'a pas le droit d'utiliser l'essentiel même du keren si à la fin ça s'appelle qu'il aura terminé le keren. Par contre, Achamim lui dit Perot, étant donné qu'à la fin il reste un petit peu, même si ça, en soi ça n'a pas beaucoup de valeur, alors il a le droit d'utiliser toute la production en tant que Perot, et c'est donc à cette chita que faisait référence Rav Nachman lorsqu'il a dit que si elle apporte un manteau, un habit, il a le droit de l'utiliser jusqu'à ce qu'il l'use complètement, il restera que des bouts de tissu usés, c'est suffisant pour considérer qu'il reste du keren. Rabbi Shimon Omer, pardon, Makom Shiyafe Kocho, on avait vu dans la Mishnah que Rabbi Shimon nous disait Makom Shiyafe Kocho Bechnisata, Ora Kocho Beyetziata, là où c'est son avantage à l'entrée, c'est son désavantage à la sortie, etc. Demande à Gemara, il en ressort en fin de compte que Rabbi Shimon ne fait que répéter, d'une façon plus jolie, l'opinion de Tanakama, de Rabbanan, qui pense en effet que si elle apporte des Berot Mechoubarin avec le karka, alors ces fruits, elle apporte un terrain, il y a des fruits qui sont attachés aux arbres, alors ces fruits sont considérés perot et ne sont pas considérés keren, et au moment où ils divorcent, ce sera l'inverse, mais au moment où ils rentrent, ça reprend l'opinion de Rabbanan. Dit la Gemara, tu sais quelle est la différence entre Rabbi Shimon et Rabbanan? Au moment où ils divorcent, les fruits qui sont attachés, est-ce qu'ils vont être à la femme ou est-ce qu'ils vont être au mari? Rabbi Shimon pense que les fruits qui sont rattachés au terrain au moment où ils divorcent appartiennent au mari. Rabbi Shimon pense que les fruits qui sont attachés au terrain au moment du divorce appartiennent à la femme. Tant qu'il les a pas encore détachés, s'ils ont déjà divorcé, ça appartient à la femme. Tandis que Rabbanan nous dit la Gemara, penseront que ça appartient au mari. Comme ça, on a fini cette Mishnah qui rapportait plusieurs cas d'héritage ou de choses qu'elle aurait amené. Comment considérer les pérotes et les nirsémilog, dans les nirsémilog, que considérer comme keren et que considérer comme perot. Comment est-ce qu'on va analyser les différences et entre chaque chose, les catégories? Il faut que le keren ne se termine pas complètement, il faut que les perot, il faut que ça se renouvelle, et divers éléments comme ceci. Nous dit la Gemara encore des exemples de nirsémilog, de biens que la femme apporte dans le mariage et donc dont il faut traiter. Naflula avadim veshfachot skenim yimachu velikach men karka veochel perot. Si elle a reçu des serviteurs qui sont âgés et des servantes qui sont âgées, donc qui ne sont pas très efficaces, yimachu velikach men karka veochel perot, et donc ça produit pas beaucoup de choses. Non seulement ça produit pas beaucoup de choses, mais ils vont bientôt mourir. Enfin, on peut craindre qu'ils vont bientôt mourir. Que doit-on faire? On peut les vendre et acheter avec ça un terrain, et le terrain appartiendra à la femme, et lui, il pourra manger les pérotes. Rabbi Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord. Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer, l'otim kor mipnei shen bet havia. Elle a le droit de refuser la vente, parce qu'elle dit, ça c'est l'honneur de ma famille, c'est l'honneur de mon père d'avoir ses servantes et ses serviteurs. Je ne suis pas d'accord, elle a le droit de refuser la vente. Premier exemple. Deuxième exemple, naflula zetim ou kfanim skenim, si elle a reçu des oliviers et des vignes âgées, encore une fois, Rabbanan pense, on va vendre et avec l'argent récolté, on va acheter un terrain et le terrain appartiendra à la femme et lui il mangera les pérotes. Et sur ça encore, Rabbi Yehuda, cette fois pas Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Yehuda nous dit, l'otimkor mipnei shen shfar bet avia, elle a le droit de refuser la vente parce que ses vignes et ses oliviers sont un honneur pour sa famille, ça provient de sa famille, elle a le droit de refuser la vente. Omarav kana Omarav, nous dit la Gemara, machloket shinaflula besade shela, aval besade shena shela, divrei akol timkor mishum deka kalye karna.
La Gemara, en l'occurrence Rav Kana, au nom de Rav, va faire la différence entre deux types de configurations. Une configuration où elle ne reçoit que les arbres, donc que les vignes ou que les oliviers, sans le terrain. Le terrain appartient à quelqu'un d'autre, elle n'a que les arbres sur ce terrain. Et un autre cas où elle a le terrain avec les arbres dessus. Quelle est la différence? C'est que se passe-t-il si les arbres en viennent à mourir, à sécher et donc mourir? Est-ce qu'il va rester quelque chose du grain ou est-ce qu'il ne va pas rester quelque chose du grain? Si elle n'a que les arbres, alors il ne va rien rester. Si elle a le terrain, alors certes, elle n'aura plus les arbres, mais il restera le terrain. Donc ça, c'est ce paramètre dont Rav Kana, au nom de Rav, va tenir compte. Il dit Machloket shenaflu besade shela. Toute la machloket n'est que lorsque c'est tombé, lorsqu'elle a et les arbres et le terrain autour. Est-ce qu'on va considérer le fait que les arbres ne sont plus, vont en venir à mourir, un problématique? On va dire, bah voilà, c'est Mechalié Karna, le Keren n'existe plus. Ou est-ce qu'on va dire non, étant donné qu'il y a toujours le terrain, c'est encore valable. Par contre, Aval Besade Shena Shela divrei Akol Timkor Mishum de Kakali Karna. Si elle n'a reçu que les arbres, alors là, effectivement, il y aura un problème, parce que quand ces arbres vont venir, vont mourir, eh ben, il ne restera plus rien du Keren. C'est pour ça qu'il faudra les vendre. Et c'est ça ce que nous dit Rav Kana Marav. Si il restera un peu le carcam, mais les arbres, il ne restera plus des arbres, alors là, il y a discussion entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Mais si on parle d'un cas où il n'y a que les arbres, alors là, tout le monde est d'accord qu'étant donné que ça va être exterminé complètement, tout le monde aura le droit de vendre. C'est un lagmara matif le Rav Yosef. Il dit quel est le deuxième cas? Le deuxième cas, c'est des vadim et des shvachot, des avadim et des shvachot. Une fois qu'ils meurent, il n'y a plus rien. Donc c'est assimilable au cas où elle a reçu que les oliviers et que les vignes, sans le champ, que les oliviers et que les vignes, et malgré tout, il y a une machloket. Et la hitmar achi hitmar. Amarav kana amara machloket besade shena shela. Aval besade shela divrei akol lo timkor mipnei shvar bet avia. Il faut inverser. Toute la machloket n'est que lorsqu'elle a reçu, toute la machloket n'est que lorsqu'il n'y a que les vignes, ou que les raisins, et donc parallèlement que les serviteurs ou que les servantes. Dans ce cas-là, il y a une machloket. Est-ce qu'elle peut les vendre ou est-ce que lui peut les vendre ou est-ce qu'elle peut refuser la vente mishum shvach betavia. Mais lorsque de toute façon, quand bien même il viendra à mourir, il resterait le champ. Quand bien même il n'y aurait plus de vignes et plus d'arbres, il restera le champ. Alors là, tout le monde est d'accord qu'elle a le droit de refuser la vente parce qu'avec la Tana de Mipnei chez Ushvar Bet Avia. Donc encore une fois, on a vu un cas, comment considérer lorsqu'on reçoit quelque chose, ça cette mission nous parle de lorsqu'on reçoit quelque chose qui en soi, il y a un keren et il y a un gouffre, mais il y a un risque que le keren va en venir à mourir. Comment est-ce qu'on va considérer ça? On a vu la machloket donc entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbanan, et entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est-à-dire que techniquement tout le monde est d'accord qu'on devrait le vendre, mais elle, dans certains cas, a le droit de refuser lorsqu'il s'agit de choses qui sont un honneur pour sa famille et qu'elle veut garder précieusement, dire c'est Shvar Betavia. Et on a précisé donc dans la Gemara que toute la machloket n'est que... On a précisé dans la Gemara que toute la machloket n'est que lorsque le keren va s'annuler complètement, lorsqu'il ne restera plus rien, il y a un risque qu'il meure complètement. Mais si en plus de ce keren, il y a autre chose, il y a un terrain qui va avec, alors là, il n'y a pas de machloket, selon tout le monde, elle a le droit de refuser la vente. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on gère. On a dit le keren lui appartient, le corps lui appartient, et le gouffre et les pérottes appartiennent au mari. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Parce que en plus de ça, il y a l'entretien de ce terrain. À qui incombe l'entretien? Nous dit la Mishnah. Hamoiti otsaot an yirtze ishto, otsi arbe v'achal kima v'achal arbe, ma sheotzi otzi ou ma sheachal achal. Si quelqu'un sort a des frais il a des frais pour l'entretien de ce terrain, ou alors il a investi dans ce terrain sur les biens de sa femme, qu'il ait dépensé beaucoup
et qu'il ait mangé un tout petit peu, ou qu'il ait dépensé un tout petit peu et qu'il ait mangé beaucoup, ce qu'il a sorti, c'est sorti, ce qu'il a mangé, c'est mangé. Voilà, on ne fait pas le calcul, il a le droit de sortir pour manger. Ce qu'il a sorti, ça sera en contrepartie de ce qu'il a mangé, point barre, même s'il a payé 90 000 et il a mangé que pour 100, ça ne fait pas de différence. Et inversement, s'il a payé 100 et qu'il a mangé pour 90 000, ça sera le même, c'est le même plan. Il ne devra rien payer, il ne pourra rien réclamer. Mais tout ça, c'est uniquement lorsqu'il a mangé quelque chose. Mais, Otsi vélo achal. Par contre, si il a dépensé de l'argent, il a investi dans ce terrain, mais il n'a pas encore consommé, alors là, il n'y aura plus cette règle qui va s'appliquer. Et là, Yishava Kama Otsi Veitol, il va devoir jurer combien il a dépensé dans ce terrain, et combien il a investi, et il pourra récupérer cette somme. Tout cela, on parle dans un cas effectivement où il vient réclamer l'argent si malheureusement il y a eu un divorce. Il dit moi j'ai investi 90 000, j'ai pas vu le fruit, j'ai pas vu les fruits de cet investissement, je veux récupérer. Alors s'il a mangé un petit peu, c'est perdu. S'il n'a pas encore touché à ce bien, il pourra récupérer avec une choix, il devra faire une choix et récupérer l'argent qu'il a investi dedans. Bonne soirée, on a donc fini. Daf à une tête.